Voilà, la requête arrive sur mon téléphone sur Vodacom. Donc, je vais vous faire aussi une capture d'écran pour que vous puissiez voir. Moi, je vais confirmer que je veux faire ces paiements-là. Et puis, je vais mettre mon code. Je vais confirmer. Je vais regarder pour voir si j'ai des francs dans ce numéro-là qui sont capables de montrer. Voilà, les paiements ont marché. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est une des vidéos les plus demandées sur la chaîne dans les commentaires. Et j'ai fait ce sondage-là et vous avez été 80% à vouloir qu'on puisse faire cette vidéo. Donc, voici la vidéo. Aujourd'hui, on va faire une intégration des CNET Pay dans une application Laravel full stack. Donc, on va faire les front et les back-end. On va voir comment gérer avec la base de données. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des CNET Pay parce on a déjà fait une première vidéo. Je vais vous mettre la fiche ici. Vous pouvez aller regarder sur la chaîne où on avait fait une intégration avec JavaScript. Aujourd'hui, on se concentre sur une intégration avec PHP Laravel sur une application full stack. La précédente, on n'avait pas fait la partie enregistrement en base de données et c'est plutôt cette partie-là que vous avez beaucoup réclamé. Donc, on est parti. Je considère que vous avez déjà un compte sur CNETPay, que vous avez déjà euh, créé votre compte. Donc, on arrive sur les tableaux des bords. Moi, je suis là sur mon tableau des bords. Là, par exemple, je vais choisir le Congo RDC en CDF parce que ces services-là est CDF. Et vous allez voir que j'ai déjà encaissé. J'ai encore un montant, un 500 francs qui est encore disponible et un 800 qui est dans mon solde des transferts. J'ai déjà encaissé de l'argent sur ces comptes-là. Là, n'est pas le souci. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez déjà cette partie qui est déjà faite. Sinon, vous allez dans le business et vous allez créer un nouveau business. Moi, j'en ai créé deux ici. Et une fois que vous avez créé vos business ici, vous n'avez qu'à cliquer là-bas, créer business. Vous venez ici dans l'identification et vous assurez que vous avez déjà fait la partie identification et que vos services, vos business ont déjà été validés. Moi, dans mon cas, vous allez voir que j'en ai un qui est CDF et un qui est ISD. Et vous avez remarqué que les deux ont déjà été approuvés par CNETPay. Donc, si ce n'est pas le cas, vous faites une identification ici parce que sinon, vous n'allez pas être capable d'encaisser de l'argent. Une fois que votre identification est approuvée, vous allez venir là dans intégration et vous allez récupérer votre API key. Donc, sur intégration, vous avez l'API key qu'il faut copier et vous avez le site ID qui est important pour l'instant. C'est vraiment on prend l'API key et on prend les sites ID. Moi, je vais utiliser ces services-là, donc je copie l'API key, je copie le site ID. On saute sur notre application Laravel que j'ai déjà initialisée ici et j'ai créé trois variables là dans mon environnement. La première variable, je mets l'API key. La deuxième variable, je mets les sites ID. Et la troisième, je mets l'URL des paiements de l'API. Je vais normalement cacher mes identifiants ici. Vous n'allez pas le voir, mais même si vous arrivez à le voir, ce serait inutile d'essayer d'utiliser mes identifiants. Encore une fois, si vous utilisez ces identifiants-là, l'argent va arriver sur mon dashboard à moi et vous ne pourrez donc pas le retirer parce qu'il arrivera chez moi. Donc maintenant que ça c'est fait, j'ai déjà connecté ma base de données Laravel ici, que j'ai créé là dans PHP MyAdmin et tout ce qui va avec, et je me suis déjà connecté. Donc ce qu'on va faire, c'est de je vais vous montrer la structure que je vais faire. Sur cette application, on va faire une application simple qui permet aux gens d'acheter des ressources numériques. Ici, on va se concentrer sur des produits numériques, PDF, photos et tout ce qui va avec. Vous pouvez adapter votre structure en fonction de votre application, vendre des services, dons et tout ce qui va avec. Donc, on se retrouve là sur Canva pour que je vous montre moi ce que j'ai en tête. Alors, moi, ce que j'ai en tête, c'est simple. On va essayer de dessiner un petit truc rapidos, peut-être. Donc ici, moi je pense que je vais avoir une première table. Et ça va être nos utilisateurs. Donc ça va être la table user. Euh, donc ça, ce sont nos users. Et ensuite, ici, on va avoir nos produits. Et ici, on va avoir les achats. Donc ça va être les achats. Donc si on récupère ici, moi ce que je vais dire, c'est que ça va être products. On va amener ça ici. Ça va être le produit. Et ici, ça va être le purchases. Donc,
non plus un anglophone, mais ça, ce sera les achats. Donc, les utilisateurs, le produit, les achats. Ce qui va se passer, c'est que moi, j'aurai tous mes produits ici. Hein, on ne va pas gérer la partie administration ici. Donc, ce que je vais me dire, c'est qu'un utilisateur va être capable de acheter un produit. Donc, à chaque fois, un utilisateur va faire un achat d'un produit et tout. Donc, ce qui va se passer ici, en termes plus concrets, c'est que ici, on a forcément l'ID du produit, n'est-ce pas? Mais là, on va se retrouver avec deux informations importantes. Il faudra qu'on ait c'est qui le user qui achète. Et il faudra aussi qu'on ait c'est quoi les produits qu'on achète. Donc, on aura aussi un product ID ici. Donc, voilà. C'est pas très, très beau et tout, mais l'idée non plus, c'est pas de dessiner des trucs beaux. Donc, on sait que ce gars, il achète des produits et ce produit et ses achats concernent un produit en particulier ici. La chose la plus importante dont on va forcément avoir besoin ici, c'est que là, dans notre champ, on va avoir l'URL du produit pour permettre à l'utilisateur de pouvoir les télécharger. On va avoir le nom du produit et on va avoir une simple description. Donc, si on a une description là, l'URL, le nom et la description, ça nous suffit déjà. Et de ce côté ici, en dehors de l'utilisateur qui a acheté, quel produit a été acheté, on va avoir un statut. Ces statuts ici, on va devoir l'avoir en, là, il a initialisé, là, il est en pending. Donc, on va dire pending, c'est quand il vient d'initialiser, mais qu'il est parti payer. Et down, ça sera il a payé. Et failed, ça sera les paiements à échouer. Voilà. Donc, on va aussi ajouter un élément important qui sera l'ID de la transaction, qui sera à chaque fois unique et on va le générer. Ce sera l'ID de la transaction. Donc voilà. Après, on peut ajouter des métadonnées pour savoir l'utilisateur a payé avec quel moyen de paiement et tout ce qui va avec. Donc nous, ici, on pourra se limiter à un modèle qui ressemble un peu à ça. Et ça, on va amener ça directement dans notre Laravel et on va essayer d'implémenter nos modèles et nos migrations. Alors, la première des choses, c'est que quand vous avez une nouvelle application Laravel, vous avez toujours un modèle de base qui est le modèle user. Donc ici, on n'aura pas grand-chose. Ici, on n'aura pas grand-chose à faire. On a le name, on a l'email, on a les passwords. Moi, ça me convient bien. Je vais me limiter à une authentification aussi simple que ça. C'est bon pour moi. Donc ça, vous avez la migration qui est directement ici. Donc vous avez les names, l'email et les passwords. Si vous avez des choses à modifier, vous allez modifier. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va venir compléter la partie produit. Donc on fait notre commande habituelle PHP artisan. On va make model. On va appeler ça product. On est dans la Laravel, on met ça au singulier et on va générer la migration, le contrôleur et les seeders parce qu'on va générer des produits par défaut. Hein. On ne va pas avoir à insérer nous-mêmes des produits. Donc là, on a notre modèle, notre migration. On va commencer par changer notre modèle. La première des choses ici, c'est que pour notre modèle, pour nous permettre d'être clean, on va ajouter notre filet ball ici. Et lui, on va le mettre en public, par exemple. Bon, à la limite, je le mets en protected. Comme ça. Et donc, on avait dit qu'on allait avoir le nom, l'URL, la description et l'ID. Donc, l'ID, on sait déjà qu'il est là. On va voir le nom, on a la description. Ah, j'avais oublié quelque chose d'important. Heureusement, aujourd'hui, on a un copilote. Donc, il y a les prix qui est très important et il y a la quantité qui est en stock. Étant donné qu'on est dans des produits numériques, on ne va pas avoir besoin du stock. Par contre, on va avoir besoin de l'URL. Voilà. Donc ici, on va mettre l'URL de notre produit. Ça, c'est vraiment là où le produit se trouve. À partir de là, on est bon. Donc, on prend ces 4 lignes-là. On va dans notre migration ici et on va les implémenter. Je ne sais pas si vous utilisez vous les IA comme moi j'utilise. Moi, j'ai un abonnement copilote et ça me permet d'être assez rapide dans des choses comme ça. Parce que dès le moment où j'ai déjà fait mon modèle ici, il est au courant. Donc, dès que je vais arriver ici, il va me donner les colonnes, comme vous avez remarqué ici. Ça me fait gagner beaucoup de temps. Après, je peux regarder si ça me convient ou pas. Donc là, j'ai les prix, là, j'ai la description, là, j'ai les names et là, j'ai l'URL. Pour moi, c'est assez bon. On vérifie qu'on est clean. Euh, on va venir faire notre seeder et notre contrôleur après. Ce qu'on va faire, c'est créer directement la partie achat. Donc moi, je garde ça dans une table comme ça pour achat.
On fait la même chose, hein. On vient dans le modèle et on crée notre filet bol. Après ça, vous n'êtes pas obligé de faire, mais vous pouvez. Vous allez voir que Copilote a fait l'autocomplétion qu'il me faut, mais je vous explique ça après. Donc là, on ajoute notre user ID et notre product ID. On avait déjà prévu ça là-bas. On a la quantité de ce qu'on a acheté. C'est des produits numériques, on en achète toujours un. Euh, on n'aura pas besoin du total price, mais on aura besoin juste du price directement. Pourquoi on met les prices dans l'achat ici? Parce qu'on peut se permettre d'échanger les prix du produit, hein. C'est un produit numérique, je peux faire un lancement à 5 dollars et puis quand je vois que beaucoup de gens l'achètent, je le mets à 10, à 20, à 15 dollars. Donc pour garder une trace de quels utilisateurs ont acheté à 5 dollars, quels utilisateurs ont acheté à 15 dollars, je répète les champs price directement ici dans Pourchasse. J'ai les statuts. Donc, je regarde ce qui me reste. J'ai les statuts. Je pense que je vais ajouter l'ID de la transaction ici. Pourquoi j'ajoute une ID de la transaction? Je peux garder l'ID du Pourchasse ici, mais moi, j'aime toujours avoir un autre ID qui sera alphanumérique que je vais utiliser avec CNET-Pay pour localiser ma transaction dans CNET-Pay. Donc, je vais l'appeler Transaction ID et je vais ajouter des Pourchassed ads. J'aimerais savoir entre le moment où l'utilisateur a enclenché l'achat et le moment où il a acheté, euh, quelle est la différence. Ici, je sais que j'ai un user ID ici, donc chaque achat est relié à un user ID et à un produit. Je pourrais aussi et à un produit directement ici. Je pense que ça, c'est dans la poche. Du coup, on peut rentrer ici dans produit et on peut ajouter les pourchasses. Donc, on peut regarder les nombres d'achats de ce produit ici en mettant cette relation. Ce qu'on va faire, c'est que, étant donné notre modèle, je vérifie, il y a un truc, je pense que tout est bon. On a déjà notre modèle ici, donc on va aller dans notre migration ici. Et encore une fois, vous allez voir que Copilote va venir facilement me compléter. J'ai déjà fait mon modèle, il va venir me compléter. Vous avez mis qu'il a mis même des pending, completed et tout ça. Il me met les transaction ID, il me met le purchased ID. Si on veut, on va ajouter les payment methods pour savoir l'utilisateur a acheté avec quelle méthode. Donc moi, je vais le mettre, mais je ne vais pas mettre la currency parce que de toute façon, ce sera en francs et tout. Vous avez même des petits commentaires ici. Si vous voulez, vous les mettez ou vous les enlevez. Nous, on avait dit qu'on allait mettre down, mais je pense que completed, c'est beaucoup plus mieux. Et ici, je vais mettre failed. Voilà. Parce que moi, je ne vais pas retourner l'argent, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit ici que on a notre méthode. Par contre, celui-là, au lieu de l'avoir en string, j'aurais pu l'avoir en enim. Voilà. Ce serait plus facile d'avoir juste une énumération directement là-bas. Et je pense que on est bon à ces niveaux-là. Voilà. Maintenant qu'on a les trois modèles, on va passer à... je ne sais pas pourquoi j'ai généré des seeders pour les achats, ce n'était pas une bonne idée. Mais on va passer à nos seeds. Donc déjà, je vais run des migrations. Donc on fait PHP artisan migrate. On voit ce qui se passe. Voilà, nos tables ont été migrées, tout est clean. Ce que je vais faire, c'est d'aller ici dans Database, d'aller dans Seeder. Je vais supprimer celui-là, j'en ai pas besoin. Ici dans Database Seeder, on va avoir des utilisateurs qui sont générés par défaut. On va vérifier notre factory pour voir le mot de passe, c'est password code. Ici dans le Product Seeder, notre but, c'est de générer une certaine liste de produits que on peut mettre par défaut, hein, sur notre page parce que on va pas se mettre à insérer nous-mêmes des produits à la main, ça va être embêtant. Donc, on demande à Copilote, encore une fois, on peut juste ouvrir le chat de ce côté, on va lui demander de ajouter pour nous des données factices pour notre base de données. Donc, là, on voit qu'il a mis des URL par rapport aux photos. Et là, je me rends compte d'un petit truc simple, c'est qu'on n'a pas mis un champ qui allait représenter l'image même de notre cours. Donc ça, c'est ce que lui, il a pensé que c'était l'image de notre cours. Or, nous, on voulait mettre justement les fichiers à télécharger, mais on va confondre les deux pour l'instant. Ça sera plus simple. Voilà. On laisse ça comme ça, on a notre seeder. Si vous remarquez, il nous a donné même la petite commande. Si on veut, on prend ça, on l'ajoute dans les databases seeder. Sinon, on va juste seed les produits. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Et voilà, notre base de données va être seed.
Je vais vous montrer directement dans mon PHP-MyAdmin ici. Vous avez remarqué que mes tables sont là et là j'ai la table produit et on va avoir nos 5 produits qui sont là. Maintenant qu'on a les produits, on a notre modélisation, on va passer à l'implémentation de notre plateforme du côté front-end. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, moi je vais directement démarrer le PHP Artisan Serve. Voilà. Donc, je démarre directement notre application. Et là, on va l'ouvrir ici. On va tomber sur cette première page des Laravel qui explique souvent bon, les get started. Cette page, je sais qu'on a dans les ressources, les vues. C'est la welcome page qui est ici. Nous, la première des choses qu'on veut faire, c'est que on veut pas que ça soit ça. On veut que nos produits soient affichés ici. Donc, la première, moi, ce que je fais, c'est que je transforme cette welcome page en home. Voilà, déjà là, ça passera plus parce que je n'ai plus la home ici. Et donc, je vais aller dans les routes. Et cette route-là, je ne vais pas la laisser comme ça. Je sais qu'on a un product controller qu'on a ajouté en créant le produit qui est ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une fonction ici qui va nous permettre de ajouter, lister tous nos produits. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on récupère ici le product comme ça, égal, vous avez Copilot qui est en autocomplétion super rapidement. On va faire all et on va faire return le index qui est là. Donc ici, vous allez voir que là, j'ai tous les produits et là, je vais retourner, je récupère tous mes produits et là, je vais les retourner à la vue product.index. Mais là, je ne peux pas faire ça parce que ma vue, en fait, elle s'appelle home. Donc j'aurai ma vue home qui est ici. Ce qui fait que je rentre là dans... J'ai perdu ma route. Voilà, je rentre là dans mes routes. Et ici, au lieu d'avoir ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici mon contrôleur qui m'est proposé directement ici. Mais moi, je préfère faire les importations directement en haut. Pour moi, c'est un peu plus clair de voir les choses comme ça. Voilà, si je fais ça et que je rentre là, vous allez remarquer qu'on est rentré à notre page d'accueil. Par contre, cette page d'accueil, je ne veux pas qu'elle soit comme ça. On va faire travailler Copilot un petit moment pour qu'il puisse nous designer une petite page. Parce que là, les buts, c'est pas d'apprendre à faire des interfaces. Donc, on va pas beaucoup se faire souffrir là-dessus. On va demander à Copilot. Et donc, là, je vais lui dire de designer pour moi une interface moderne pour un site de vente de produits digitaux. On va essayer de voir. Encore une fois, le but de la vidéo n'est pas de vous montrer comment créer des interfaces. Ici, on essaie juste de faire la partie intégration, paiement, mobile money et on a justement besoin d'une interface pour faire ça. J'ai évité de faire l'interface avant la vidéo parce que certaines personnes m'avaient reproché cette partie-là. Donc, j'essaie de vous montrer les process, mais je ne vais pas non plus me concentrer sur la conception de la partie interface. Donc, on va déléguer ça à notre copilote qui est en train là de faire les tafs. Et les buts, ça ne va pas vraiment d'être d'avoir une interface super épurée et tout ça. Non, le but ici, c'est d'avoir déjà la première version qui va nous présenter. Après, on va se concentrer sur le paiement. Donc là, on a la page qui nous a généré. On check ça ici pour voir ce que ça rend. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, il a appelé ça et du market. Après ça, on peut changer ça et mettre notre nom. Mais moi, je suis pas intéressé par les changements. Ah, ça va. Nous, on n'a pas galéré, hein. Si on avait codé ça nous-mêmes, ça nous aurait pris un bon moment. Donc, les images sont pas là parce qu'on n'a pas mis d'image directement dans les liens qu'on a utilisés dans nos seeders. Donc, maintenant, on a notre page, hein. J'ai mis quelques images. On va voir que c'est pas les zooms et tout ça, c'est pas ça. Il fallait mettre des images verticales, horizontales par rapport à son design, mais c'est pas grave. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'un utilisateur veut acheter ça. Donc, il va devoir cliquer sur acheter maintenant. Le but ici, ce qu'on veut, c'est que quand il clique acheter maintenant, on puisse lui demander de s'authentifier, donc de se connecter. Parce qu'on ne veut pas que les gens qui ne sont pas connectés achètent. On a dit que les utilisateurs étaient reliés à leurs achats, donc on veut que l'utilisateur se connecte. Ce qu'on va faire, c'est vite fait de mettre un modal ici ou de mettre une authentification. Comme ça, quand il clique sur acheter, on va checker. S'il n'est pas authentifié,
on va le faire authentifier. Ensuite, on va faire l'achat. S'il est authentifié, on va continuer directement. Moi, ce que je vais faire ici rapidement, c'est vraiment de venir là et on va dire que on va avoir un groupe de routes qui va être authentifié. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ajoute un middleware d'authentification ici. Donc, je mets les middleware off ici et je vais avoir ces trucs-là. Donc, ce que je vais faire, c'est d'enlever toute l'autocomplétion ici de copilote, revenir ici, mettre cette route. Par contre, moi, ce que je veux, c'est acheter. Donc, je vais ajouter les pourchasses. Par contre, j'ai besoin du produit qu'on veut acheter. Donc, je mets le product ID ici. Donc, voilà mon idée. Mon idée, c'est de récupérer un product ID ici. Donc, je pourrais mettre product comme ça. Et ici, je veux faire un achat directement dans Product Controller. Si je voulais, je pourrais mettre ça ici dans Purchase Controller comme ça. Et puis, on va dire que l'utilisateur veut passer un paiement. Voilà. À partir de maintenant, cette route s'appelle Purchase. Donc, on peut venir ici dans notre interface. Sur le bouton acheter, on va ajouter une route qui sera, au lieu que ce soit des products.show, ce que vous devez faire normalement, hein, c'est de montrer plus de détails à votre client. Nous, ce qu'on va mettre, ce sera les pourchasses. Si on va ici, on revient là et qu'on actualise et qu'on clique sur acheter, par exemple là, je vais corriger un petit truc. Tous les héros qui sont là, nous on est en francs. Donc la partie où on affiche l'argent là, c'est où? La partie où on affiche l'argent, c'est ici. Nous, c'est des CDF. Donc c'est pas vraiment des héros. Et ensuite, je vais regarder vraiment le... Je sais pas pourquoi il y a cette division-là. Voilà. On enlève la division. Je sais pas pourquoi il a mis ça. Voilà. On a des 1500 francs, des 50 000, on a des 85 000 et tout ça. On veut acheter par exemple celui-ci de 1500 francs. On clique sur acheter. Il va nous dire que la route login n'est pas définie, ce qui est normal parce que l'utilisateur n'est pas authentifié. Donc la prochaine étape pour nous, c'est ici d'ajouter une route qui va s'appeler login. On va ici le mettre dans off controller comme ça. On s'assure de créer ces off controller dans nos contrôleurs. Donc ici, on crée notre off controller.php ici et ça va être notre contrôleur. Qu'est-ce qu'on fait? On réplique tout ce qu'on a ici comme data, on les remet là et on va renommer. Non. On va juste renommer notre contrôleur comme étant off controller et ici on va dire get login. Voilà. Comme c'est get login, on vire ça, on vire les compacts et on va renvoyer la route off.login. Je répète la même chose pour l'inscription. Donc ici, ce sera get sign up. Voilà. L'idée ici, c'est de retourner sign up. Je me retrouve avec get login et get sign up. Maintenant, je vais aller créer cette page directement dans le... Je sais qu'ici, on doit faire une importation de notre off controller qu'on vient de créer. Et on ajoute la partie sign up. Voilà. On vient ici dans nos ressources et puis on cherche les vues. Donc ça, on cache. On recherche les vues ici. On crée ce fichier-là de login. On le crée dans un dossier off. Donc login.blades. Encore une fois, si vous avez déjà fait ça, vous pouvez sauter, avancer dans la vidéo. Donc là, on a le login. Et là, on a le sign up. Donc, notre sign up est là, notre login est là. On se retrouve dans quelques secondes parce que je vais dire à Copilot de nous faire la même chose. Il va nous créer les deux interfaces, un login et un sign up directement. On y va, c'est bon. Est-ce qu'on peut essayer de s'inscrire? C'est dans la poche. Donc, on a quoi? Nom complet, email, le mot de passe. On confirme le mot de passe. On a les conditions d'utilisation qu'on n'a pas ajoutées. On peut s'inscrire. Vous avez remarqué que les IA font quand même du bon boulot, hein? Là, voilà. Donc, moi, je vais m'inscrire. Vendeur Otis. Je vais mettre mon adresse email ici. Et je vais mettre
un mot de passe simple là pour arriver. J'accepte les conditions et hop, voilà, mon compte a été créé. Tout ce que je peux faire ici, c'est me connecter et je pense que ça va bégayer. Not now parce que cette méthode là, elle n'existe pas. On est connecté, mais la méthode qu'on a appelée dans le contrôleur, elle n'existe pas. Donc la méthode pour chasse. Donc on vient là dans le contrôleur, ces contrôleurs là, on crée une méthode publique ici. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas trop écouter ce que Copilote me donne. Donc je vais juste laisser ça par défaut comme ça. Et vous allez voir que je suis connecté et ça marche. Donc si je rentre sur la page d'accueil, vous allez voir que là, si j'essaye d'acheter, voilà, je vais être connecté. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va initialiser un paiement directement. Je vais vous expliquer comment on va faire. Alors, comme je vous ai montré, on a une route, un URL que CNetPay nous a déjà donné pour faire les paiements. Donc, ce que nous, on va faire ici, c'est de venir dans la documentation de CNetPay qui est là et on va se positionner sur l'API des paiements. On va faire l'initialisation. Vous allez voir qu'on a cette URL-là que j'ai déjà mis moi dans mon fichier d'environnement. Et ici, on nous explique comment on peut générer un lien des paiements. Moi, je ne vais pas générer un lien des paiements directement comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord enregistrer dans ma base de données que l'utilisateur veut payer. J'enregistre qu'il commence une transaction et ensuite, je vais venir faire tout ce qu'il y a ici à ces niveaux-là. Donc là, on est sur l'API, on ne va pas faire tout ce qui est seamless, tout ce qui est SDK, on va vraiment faire du code sur l'API. Voilà. On revient là. Donc ici, je reste au niveau de l'initialisation. Je reviens là. La première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai un utilisateur qui veut acheter. J'ai récupéré les produits et j'ai un utilisateur qui est connecté. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un achat. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais achat. Donc, je fais pourchasse. Et j'ai fait new purchase. OK. Maintenant, je commence. L'ID, c'est l'utilisateur qui est connecté. Hein. Si vous avez ces genres d'erreurs là, à partir d'ici, il suffit peut-être d'aller chercher des users comme ça. Normalement, souvent, cette méthode-là, elle va donner des erreurs comme ça. Et souvent, ce que moi, je vais faire, je ne vais pas écouter copilote. Souvent, ce que moi, je vais faire quand j'ai ces genres d'erreurs, c'est de passer par off ID. Donc là, je passe par la façade. Donc là, c'est des user ID. Le product ID, on l'a récupéré directement dans notre dans les liens. Vous avez remarqué que on a l'ID qui est là dans les liens. Les troisièmes paramètres ici, c'est quoi? On a le prix. Les prix, on va le récupérer dans le produit. Et puis, on va générer une transaction ID. Donc, on continue. Les prix, on ne récupère pas ça dans l'input comme ça, mais on va le récupérer dans le produit. Donc, pour ça, on a besoin du produit. Donc, on fait products. Bon, on n'a pas utilisé des ressources ici, donc on est obligé d'aller chercher notre produit nous-mêmes. Donc là, on récupère le produit. Si on l'a trouvé, if on ne peut pas faire d'achat si on n'a pas trouvé les produits. Hein. Donc, si jamais on a le produit, si jamais on n'a pas les produits, on va rediriger l'utilisateur sur la page d'accueil en lui disant que on n'a pas trouvé le produit. Merci. Bon, lui, il va venir toujours en anglais. Hein. Vous assurez de mettre du français et puis on va continuer. Ici, en fait, on va utiliser product et on va récupérer l'ID du produit. Donc, ce sera ID ici. Ça, c'est le produit. Les statuts, par défaut, il est déjà pending. Donc, on n'a pas besoin de le préciser, mais on peut toujours le préciser. Par contre, les transaction ID, ce que j'aime avec Copilot, c'est que il me mâche les travaux que j'allais faire. Donc, moi, ce que je fais dans les transactions, c'est quoi? Je mets par exemple TXN comme ça et je mets les unique ID. Ces unique ID va générer un ID unique, ce qui va me permettre de toujours avoir un transaction ID qui est unique. Donc, ce que je vais faire ici, c'est if et je vais enregistrer ce paiement-là. Donc, pour chasse, je l'enregistre en pending. Par contre, je ne redirige pas mon utilisateur. Si jamais il y a une erreur, je vais dire qu'il y a une erreur. Voilà. À ce niveau-là, je vais initialiser
paiement vers SynetPay. Donc, je vais init SynetPay transaction. Voilà, ici. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais peut-être créer, même pas peut-être, je vais créer une petite méthode en dehors de notre méthode principale ici. Donc, je vais créer une petite méthode qui sera public function. Là, on a copilote qui est complètement perdu. Init Synet. Bon, je vais dire initialise SynetPay transaction, comme ça. Voilà, ce sera comme ça. Et là, dedans, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner notre pourchasse qu'on a récupéré là-bas en haut. Donc, ici, pour initialiser notre SynetPay transaction, là, ce qu'on va faire, c'est de dire OK, je veux initialiser 10.initialize SynetPay pourchasse, machin, comme ça. Et moi, je vais faire un return ici pour que tout s'arrête à partir de là. Donc, maintenant qu'on a notre petite fonction là, on va utiliser toujours une façade de Laravel qui va nous permettre d'initialiser la transaction vers SynetPay. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un objet ici, response. Là-dedans, ce que je vais faire, c'est que moi, je n'ai pas de SDK, donc je vais utiliser le HTTP, donc le module HTTP, parce que là, on va faire une requête HTTP. Donc, j'appelle les modules HTTP et je lui dis déjà, l'API nous demande de faire des transactions qui soient HTTP post JSON. Donc, on va appeler cette route-là avec des datas qui sont ici au format JSON. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici une méthode qui s'appelle withHeader. Et donc, je vais envoyer des headers. Donc, je prends withHeaders. Ici, dans les headers, on peut venir... Bon, là on a une... là, on a la fonction. On peut utiliser un tableau à l'intérieur, comme ça. Donc, j'ai mon tableau comme ça. Et dans ces tableaux, on peut passer des paramètres. Donc, moi, par exemple, je vais dire que je vais lui envoyer du... Donc, je fais un content type. Je vais lui envoyer du application JSON. Pour l'instant, je me contente de ça. Voilà. Et ici, je vais faire une requête de type post. Donc, j'ai un post ici. Voilà. Ici, je suis censé envoyer la route vers laquelle envoyer le paiement. Si vous vous rappelez, ici, dans le environnement, on avait créé cette route-là, SynetPay API URL, donc qui est cette URL des paiements qui est là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser justement notre SynetPay URL ici. Pour ça, on fait env pour appeler une variable d'environnement et on ajoute les deux none. On ajoute les URL qu'on avait mis de l'autre côté. Donc, la méthode post, là, je vais mettre ça pour éviter qu'on ait des erreurs. La méthode post, elle prend deux paramètres. Elle prend l'URL et elle prend les données, donc virgule, et on va mettre nos données. Maintenant, ces données-là, on va les regarder où? On va les regarder directement ici dans la documentation. La première variable, c'est API key. Donc ici, on va dire qu'on doit envoyer notre API key. Si vous vous rappelez, je vous avais dit de garder votre API key où? Dans les environnements. Donc vous allez voir que moi, il m'a généré API SynetPay API key parce que j'ai ça dans les environnements. La deuxième, ça va être les site ID. Donc moi, copilote va suivre. Ça va venir site ID. Troisième, ça va être transaction ID qui doit être unique. Donc je viens, j'ai créé le transaction ID. Quatrième, ça va être le montant qui doit toujours être un entier. C'est ça le problème avec SynetPay. Ça doit toujours être un entier, ça doit toujours être un multiple de 5. Bon, la partie multiple de 5, c'est pas très compliqué. La partie entier, bon, c'est là que c'est un peu embêtant. Mais ça, c'est seulement quand tu es en front. Donc, les amounts, ce qu'on va faire, c'est que, avant même de les convertir en sens ici, ce qu'on va faire, c'est de dire, OK, ce montant-là, on va le passer en entier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va le forcer à être un entier. Donc, en utilisant une fonction là-bas comme une val, on va pousser notre variable à être forcément un entier. Voilà. Donc, vous avez là votre amount. Vous avez là votre currency qui est dépendant de ce que vous avez mis
sur votre service. Un service en francs ne peut pas accepter en CDF ne pourra pas accepter de ISD. Un service que vous avez mis en XAF ne pourra pas accepter de XOF, ne pourra pas accepter de ISD. Donc moi, je sais que ma currency à moi, c'est sur ces services-là, c'est des CDF. Donc vous devez tirer attention. Euh, Moi, je vais y aller. Hein. Je vais mettre les CDF et c'est bon. Je pense que je me suis planté quelque part. Je ne sais pas où. C'est ici. Voilà. Après, vous avez votre currency et puis vous allez avoir la description. Vous allez décrire pourquoi les clients sont en train de payer. Donc, ici, vous allez voir que mon copilote m'a dit pour chasse off, machin. Bien sûr, je vais mettre ça en français. Donc là, je mets ça en français. Vous devez dire à Cinet Pay la transaction, elle est pourquoi? Parce que pour tout ce qui est règlement des litiges, ça peut être plus facile à suivre de savoir que telle transaction, c'était pour un achat, telle transaction, c'était pour un don, ainsi de suite. Donc, vous mettez là-bas la description. Vous mettez le Notify URL et les Return URL. Ces deux liens sont super, super, super importants. Je vous explique. Les Return URL et les Notify URL. Voilà. Moi, je ne vais pas mettre je vais peut-être laisser... Je ne vais pas mettre le home comme ça. Je vais mettre une autre route ici. Ça sera pour chasse.return ou je vais l'appeler verify. Donc, ça sera verify. Et je vais envoyer dedans la transaction ID. Je vais vraiment savoir pour quel produit, pour quel paiement on fait. Et ici, Notify aussi, ça va être la même chose. Donc, je vais lui dire, tu vas me notifier avec la transaction ID qui a été envoyée. Voilà. L'idée ici est simple. Quand CinetPay va procéder au paiement, cette première route-là, la Notify, elle va permettre à ce que votre application soit notifiée. C'est comme un webbook qui va permettre à ce que vous soyez notifié de ce qui se passe côté paiement. Si les paiements, il s'est mal passé, CinetPay va vous envoyer que le paiement a échoué. Si le paiement s'est bien passé, CinetPay va vous envoyer que le paiement a réussi. Donc cette route-là, c'est un webbook qui est très important. La deuxième route, c'est la return URL ici. Cette return URL, c'est quand l'utilisateur a fini de payer, CinetPay va lui demander s'il veut rentrer à votre site web. Et il sera redirigé sur cette route-là. Donc, vous allez voir que moi, j'ai mis des routes que je n'ai pas encore créées. Je vais aller créer dans le web avec vous. Et on a les channels ici, qui est par quelle méthode de paiement vous voulez que votre client puisse payer. Donc, vous avez un channel, c'est un array. Donc, vous pouvez mettre un seul moyen de paiement, mais vous pouvez aussi mettre plusieurs moyens de paiement. Voilà. J'ai mis donc all pour dire que j'accepte tout. Sans oublier que le crédit card est activé par CinetPay que si vous faites une demande vous-même. Donc, on vient de créer votre compte, celui-là ne sera pas activé. Il faudra que vous puissiez écrire un mail à Cinet pour leur demander d'activer ça. Donc, je mets le all, qui est toujours la valeur par défaut de toute façon. La langue, bon, c'est tout ce qui reste ici, ils sont pas facultatifs, ils sont pas obligatoires, ils sont facultatifs. C'est vraiment la langue, les metadata et tout ce qui est invoice et lock number. Pour les gens qui font le paiement par carte bancaire, si vous voulez que votre paiement puisse passer par carte bancaire, vous devez ajouter ces informations-là. Donc, l'ID, le nom, les surnoms, les téléphones, l'email, l'adresse, les pays. Donc, des informations qu'on met souvent quand on fait un achat par carte bancaire. Donc, vous allez mettre ça. Nous, on ne fait pas d'achat par carte bancaire, ce qui fait que on n'a pas besoin de ça. Mais de toute façon, vous n'avez qu'à les ajouter ici. Vous les demandez à votre utilisateur dans un formulaire et vous les ajoutez là-bas. Comme ça, l'utilisateur peut payer avec les cartes de crédit. Donc là, normalement, nous, on a fini. Si on voulait, on pouvait ajouter des invoice data, ou les metadata. L'idée, c'est de mettre, par exemple, les informations du client pour que depuis les dashboards de CinetPay, vous puissiez être capable de savoir quel paiement, quel client a payé. Normalement, nous, si on a fait, dès qu'on a fait cette
requête comme ça, on doit s'assurer de ce qui s'est passé. Donc, on fait if. Ici, on va mettre response, parce que là, on a fait une requête. On fait response. Ce response-là qu'on a ici, on va le mettre là. Et on va dire si la réponse a réussi, donc successful, OK, comme ça. Donc, la réponse a réussi. Si la réponse a réussi, on va faire quelque chose. Non, si la requête a réussi, on va faire quelque chose. Si la requête n'a pas réussi, on va faire quelque chose. Et là, quand votre requête a réussi, vous pouvez récupérer vos data dans response.data. Donc, vous faites response data comme ça. Donc, vous récupérez vos JSON. Donc, ça sera JSON comme ça. Je pense que j'ai mis des parenthèses en plus. Est-ce que je peux pas un peu... Je vais disable pour l'instant les autocomplétions de copilote. Comme ça sera plus clair pour nous tous. Donc, je mets comme ça. J'ai les réponses. Alors, les datas que j'ai obtenues vont me dire si la requête s'est bien passée et que SynetPay autorise qu'on puisse faire les paiements, il va nous renvoyer l'URL par lesquelles l'utilisateur va payer ou si quelque chose s'est mal passé. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est que ici, on va faire un else. De toute façon, si jamais la réponse n'est pas successfully, il faut dire à l'utilisateur que bah, les choses ne se sont pas bien passées. Donc, on va faire redirect. On va faire back ou si on veut, on va faire route. Comme ça, on va mettre home et on va mettre un message ici. With error. Donc, c'est encore une fois error. Et là, normalement, l'erreur ne vient pas de l'utilisateur, il vient de nous. Donc, on met erreur et on ajoute les messages d'erreur. C'est ici que Copilote va me manquer. Je vais faire une erreur C. Une erreur s'est produite. Voilà, comme ça. Donc, on a ces messages-là des une erreur s'est produite. Et ici, on va vérifier nos data. Donc, on peut faire if. Les data qui vont rentrer, ce sera un tableau associatif. Donc, on pourra faire if data, comme ça. Et sur le data, on va regarder le code qui est arrivé. Si ce code-là, il est égal à 200, c'est 200, c'est-à-dire que la requête s'est bien passée. Mais nous, dans notre cas, ça doit être 201 pour dire les paiements a été créé du côté des SynetPay. Et on va vérifier un deuxième paramètre, ce sera les messages que SynetPay nous a envoyés. Donc si ces messages-là, on s'assure que ce soit double S pour message, est égal à created. Donc ça doit être comme ça. Ça, c'est une double vérification pour être sûr que tout s'est bien passé. Après, si quelque chose s'est mal passé ici, c'est pareil. Hein. Il suffira de répéter ce qu'il y a ici. Après tout ça, j'ai fait ça. Mais j'aurais pu juste ne pas avoir de else et juste là, je mets un return comme ça. Voilà. Lui, il doit avoir un return comme ça. Celui-là n'a pas de place. Voilà. Donc, si jamais rien ne s'est passé à l'intérieur de nos if, on va tomber dans celui-là. Alors, si on a les 201 et les created, c'est-à-dire que l'utilisateur peut procéder au paiement. Donc, SynetPay a créé les liens de paiement. Et pour ça, on a juste à rediriger notre utilisateur sur les liens que SynetPay nous a envoyés. On trouve ces liens-là toujours dans Data. Donc, ici, on va faire un redirect. Et dans notre redirect, on va dire qu'on veut le rediriger sur Data. La première partie, c'est Data. Donc, c'est un tableau associatif. La deuxième partie, ça va être Payment URL. Donc, Payment URL comme ça. Voilà. C'est ici qu'on veut rediriger notre utilisateur sur Payment URL. Donc, vous avez ces informations-là normalement dans la documentation. Un peu plus bas, vous avez les réponses. Donc là, on a initialisé, mais je pense que vous avez, voilà, les modèles. Ça, c'est la requête, mais vous avez les modèles des réponses ici. Code 201, message created. Donc ça, c'est vraiment quand ça s'est créé. Et vous avez data, vous avez payment token, payment URL. Le token, bon, on n'en a pas vraiment besoin parce que SynetPay l'aura déjà placé dans les URL ici lui-même, comme vous avez remarqué là. Donc nous, on va récupérer les payment URL. Comme vous allez voir, c'est ce payment URL que j'ai mis exactement ici.
Voilà. Donc, vous avez aussi des erreurs, par exemple, là. Error code, il va mettre un message de description, mais moi, habituellement, je ne veux pas mettre ces messages à mon utilisateur parce que souvent, ce sont des messages destinés aux développeurs. Il va souvent te dire non, tu n'as pas envoyé des sites ID, la devise que tu utilises n'est pas bonne, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a fait ça, normalement, notre utilisateur pourra payer. Et dès qu'il sera payé, il sera redirigé ici. Donc, nous, ici, on va directement préparer les deux routes dont on a besoin, c'est-à-dire la route pour vérifier, la route pour nous notifier. Donc, on rentre dans notre page web qui est là et on va créer les deux routes dont on a besoin. Bien sûr, si vous mettez ces deux routes-là, il faudra être souple sur l'authentification. La route de notification ne peut pas être dans l'authentification parce que si NetPay, quand il va appeler votre serveur, il ne sera pas authentifié. Si NetPay, ce n'est pas votre utilisateur. Donc, les deux routes, vous devez le mettre un dans les authentifications, l'autre en dehors de l'authentification. La route pour les retours, vous pouvez la mettre ici parce que de toute façon, c'est l'utilisateur qui est redirigé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste de dédoubler cette route-là. Et ici, ce qu'on va dire, c'est que le nom qu'on a mis là, c'était pourchasse.verify. Donc, c'est la route où l'utilisateur est renvoyé après avoir payé. Et on met ça ici, hein. On va dire, ça c'est pourchasse.verify. Et celui-là, ça va être pourchasse. Non, on a modifié la mauvaise route, ouais, celle-là. Pourchasse.verify. Et ici, on va dire verify, ça sera la fonction. Et ici, on sait que notre route, je vais quand même fermer ça qui nous embrouille pour rien. Ici, on sait que notre route aura une transaction ID. Donc, on met ici notre transaction ID. Ça sera la route pour nous rediriger l'utilisateur. Et la deuxième route, je vais la mettre en dehors de l'authentification parce qu'elle ne sera pas authentifiée. Et mettez vos routes en poste parce que, non, celui-là, vous les laissez en get. Mais celui-ci, là, vous devez le mettre en poste. Voilà. C'est écrit quelque part ici. Dans les routes, vous allez voir que cette route-là, Notify, qui est là, qui est l'URL de paiement. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont fait. Il y a un endroit où ils expliquent, hein, ça doit être en poste. Voilà, c'est quelque part ici. Notification. Voilà. Ils vont vous dire que c'est une route qui doit accepter les get et les posts et qui doit toujours envoyer 200 à CNetPay. Donc, CNetPay va commencer par tester la route en get. Si la route est présente, elle répond avec 200, alors il va vous envoyer la notification. Sinon, il ne vous enverra pas la notification. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en all. Donc, il va recevoir toutes les requêtes qui vont arriver. Ça peut être... non, sur la Ravel, on ne dit pas all, on dit any. Voilà, mais any. La route any, c'est pour dire que toutes les requêtes qui vont arriver en get ou en post, tu vas les accepter. Donc là, j'aurai transaction ID, any. Et là, pour m'assurer que les deux routes ne sont pas confondues, je vais ajouter notify à la fin. Ici, ça va rester comme ça. Si je veux, je pourrais ajouter ici verify comme ça. Voilà. Comme ça sera plus simple. Donc la méthode ici, je vais l'appeler notification. À la limite, celle-là aussi, je vais l'appeler verification. Voilà. Maintenant que j'ai mes deux routes qui sont fonctionnelles, je reviens. Et là, j'ai initialisé le paiement. Vous vous rappelez, ici, on a initialisé le paiement. Ici, on va aussi faire la partie... je pense que... Voilà. Voilà. Ici, ce qu'on va faire, c'est mettre notre route verification. Notification. Rappelez-vous bien, c'est la route qui nous permet qui permet à CNetPay de nous contacter. Bien sûr, CNetPay va arriver avec une request, mais aussi avec un transaction ID. Donc ici, on aura l'ID de la transaction. Voilà, comme ça. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est on va récupérer nos transactions, on va aller les regarder dans la base de données et ensuite, on va voir si NetPay nous a envoyé
un succès ou un échec. Voilà. Moi, habituellement, j'ai l'habitude de faire un log pour essayer de loguer la réponse qui va arriver. Donc, je mets un log comme ça. Et puis, j'ai dit info. Donc, pour garder des informations dans mes logs qui sont arrivés par rapport à CinetPay. Et je vais mettre ma request là-dedans. Donc, je mets ma request ici à l'intérieur pour dire, OK, tu vas déjà commencer par log la transaction qui va arriver. Ensuite, on va valider notre transaction parce que on veut être sûr que CinetPay nous a envoyé exactement les données dont on a besoin. Donc, encore une fois, dans la documentation, ça se trouve juste ici, hein, au niveau de notification. Vous allez voir que il vous explique un peu à quoi va servir et comment va être leur requête et comment va être une requête d'échec, ainsi de suite. Donc, ce que moi, je veux faire ici, c'est de dire, OK, on va vérifier le CPM. Ça, ce sont les données qui viennent de CinetPay. CPM Site ID. On peut copier ça quelque part ici. Dans la requête, voilà, on peut copier quelque part ici. Il va nous envoyer un CPM Site ID. Ce CPM Site ID, il est require parce qu'il doit l'envoyer CinetPay. C'est obligé. Voilà. La deuxième, il va nous envoyer la transaction. La troisième, il va nous envoyer les montants que l'utilisateur a payé. Donc ici, nous, on a besoin de la transaction ID. Et ici, on a besoin du amount. Bon, je ne prends pas les dates. Je peux récupérer ici la date. Donc, transaction ID. Mais ça, je n'ai pas besoin de la valider. Donc, je peux utiliser ça ailleurs. Donc, vous pouvez valider tout plein de choses, la currency et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, est-ce qu'on m'a envoyé les sites ID? Est-ce qu'on m'a envoyé la transaction ID? Est-ce qu'on m'a envoyé les montants? Si c'est oui, OK, j'ai reçu une réponse des CinetPay. Maintenant, je fais un try catch parce que là, c'est chaud. Et on va commencer à travailler. Cool. Si jamais il y a une erreur, comme en permanence, je dois dire à CinetPay une réponse 200, ce que je vais faire, c'est de lui dire return. J'ai fait un redirect ici. Et dans ces redirects-là, je vais faire un 200. Vous comprenez? Donc, on va rediriger nulle part comme ça. Et moi, je sais que je vais rediriger sur une transaction 200. Donc, je fais nul par défaut. Et puis, je mets 200. Si NetPay s'attend à ce qu'on lui envoie 200, je vais lui renvoyer 200. Ça, c'est redirect. Après, vous pouvez aussi faire response qui, lui, par défaut, va envoyer 200. Donc, vous allez juste faire response 200, comme ça. Pour être sûr de traquer vos erreurs, vous pouvez utiliser des outils de tracking de log. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste mettre ça dans mes logs en disant, OK, il y a eu une erreur et cette erreur, ça sera mon TH ici. Donc, c'est le TH que j'ai récupéré en termes d'erreur ici. Normalement, ici, vous pouvez aussi récupérer dessus un get message, normalement, sur cette erreur-là. Donc, je peux aussi laisser ça juste comme ça, mon TH qui va aller dans la mémoire. Après, habituellement, ici, moi, je préfère utiliser exception. Ce sera un peu plus simple de l'avoir. Donc, vous mettez ici E. L'avantage, c'est que sur exception, vous avez les get messages dont je vous ai parlé précédemment, qui va un peu vous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé sur notre transaction. Voilà, donc vous avez votre get message qui est là. On rentre dans notre try. Alors, maintenant qu'on a reçu une transaction, notre idée, c'est de vérifier avec CinetPay si la transaction s'est bien passée exactement. Parce que ce qui est sûr, c'est que le gars, il va nous dire, hein, regardez, il va nous dire, ça s'est bien passé, voici ce qui s'est passé. Et ce que vous devez faire, c'est de faire ceci. Donc, vérifier l'état de la transaction. Vous ne faites pas confiance à celui-là, mais vous faites confiance à la deuxième route ici, Payment Check. Voilà. Comment on implémente cette deuxième route? On fait exactement la même chose qu'on a fait à ces niveaux ici avec notre HTTP. C'était ici. On fait exactement ce qu'on a fait ici
avec notre HTTP et notre successful comme ça. Mais par contre, on ne va pas envoyer autant de données parce que cette fois-ci, on a juste très peu de données à envoyer. Donc, vous vous positionnez ici et vous dites... Donc, vous positionnez ici et vous commencez par appeler votre module HTTP. Donc, la première des choses, c'est qu'on doit sauvegarder notre réponse. Et ensuite, on a le HTTP. Ensuite, on va ajouter les headers. Donc, on s'assure toujours que nos headers ils sont tranquilles. Hein. Donc, on est là. Et ce qu'on va faire, c'est de ajouter notre content type. On l'avait déjà ici, donc on va le copier ici. Et là, c'est la partie où aujourd'hui les IA sont devenues la partie la plus intéressante parce que si j'active Copilote là-bas, vous allez voir quelque chose comme des Content ID. Je n'ai plus besoin d'écrire ça vraiment moi-même. Et c'est toute la partie intéressante de bosser avec une IA en tant que développeur. Vous voyez, par exemple, là, j'ai été complété. Je sais que là, j'ai l'URL. Moi, ce que je veux ajouter ici, c'est la partie de la route ici. Donc, la partie check. Check comme ça. Et qu'est-ce que je dois envoyer? Je dois envoyer les API keys. Vous avez vu qu'il a envoyé l'API key. Je dois envoyer site ID. Il a envoyé site ID. Je dois envoyer la transaction ID. Il a envoyé la transaction ID. C'est un peu comme s'il a lu la documentation parce qu'il a déjà codé avec moi sur mes autres plateformes. Voilà. Une fois que j'ai fait cette transaction, on fait la même chose qu'on a fait précédemment. Donc, on vérifie si la transaction a été successful. Si la transaction a été successful, donc j'ai fait if et j'ai fait response et j'ai fait successful. Donc j'aurai mon successful comme ça et ensuite j'ai mis mes parenthèses. Alors, on revérifie que la réponse ressemble à cette réponse-là, donc 0, 0 et le succès qu'on a ici. Si la réponse ressemble à cette réponse, c'est que notre utilisateur a payé et nous, on peut valider notre service derrière. Donc, on peut facilement dire que l'utilisateur a payé. Donc, on revient là. Je pense qu'on peut juste récupérer notre if qu'on avait ici. On va venir le mettre là. Par contre, on ne va pas faire ces returns ici. On sait que notre message, c'est succès. Donc, succès ici. Et notre code, c'est 00 cette fois-ci. Pour dire 00, c'est pour dire les paiements a été effectués. Par contre, on n'avait pas encore récupéré notre data, d'où l'erreur qu'on a ici. Le data n'existe pas. Donc, il faut venir genre là hein, et dire data.json. Voilà, là, ça marche. Vous lisez bien ce qui est écrit. Hein, donc, vous regardez les choses dont vous avez besoin. Vous pouvez toujours regarder aussi les statuts. Ça doit toujours être accepted. Vous pouvez toujours l'ajouter là-bas. À partir de cet instant, il nous demande de délivrer les services parce que la personne a vraiment payé. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous assurer que c'est exactement le montant que vous avez demandé. Et ça, c'est en cas d'échec. En cas d'échec, vous avez une réponse 627 que la transaction a été, par exemple, annulée. Voilà. Donc, ici, nous, ce qu'on va faire, c'est que, bon, vu que l'utilisateur, il y a eu un échec, on va récupérer notre transaction qui est là. Par contre, on va plutôt récupérer ça un peu plus haut, genre juste avant de faire notre requête. Hein. Voilà, donc on va récupérer notre pourchasse. Je ne vois pas pourquoi on va l'importer comme ça. Là, on est dans pourchasse contrôleur, donc on peut importer. On récupère notre achat qui a ces transaction ID. Maintenant, si tout s'est bien passé, c'est-à-dire on peut changer pour dire les statuts de ça, ça va être quoi? Ça va être completed. Voilà. Donc ici, on va dire les statuts, il est completed. Comme ça. La date à laquelle le paiement a été fait. Vous vous rappelez, on avait mis purchased at. Donc, ici, dans purchase, on a ce purchased at. On va venir le mettre là. Et on va dire exactement comme ça nous est suggéré ici. Now,
send that time. Donc, on vient de payer et ensuite, on va enregistrer notre transaction. Voilà. On enregistre notre transaction et bien sûr, on répond à CinetPay avec la réponse 200. Donc là, moi, je vais juste faire un response. J'ai même pas vraiment besoin de leur envoyer des messages parce qu'ils vont pas le lire. Et c'est tout. Si jamais ça ne s'est pas bien passé, je peux juste annuler la transaction en faisant un else ici. Et cette fois-ci, je peux log mon erreur si je veux. Ou je peux déjà commencer par changer mon date à la base. Je vais le mettre en save, en fields. Je crois que je vais récupérer ces deux gars ici. Et je vais venir les mettre. Là, je fais un if else et je les mets ici. Donc voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'enregistrement du pourchase ici. Comme ça, on est assez sûr que au moins un changement a été fait. Et puis, on va retourner la réponse. Voilà. À ce niveau ici, vous ne renvoyez pas vers l'interface utilisateur parce que cette route ici, cette fonction ne sera jamais appelée par une action d'un utilisateur. C'est CinetPay, c'est comme une API en fait. C'est CinetPay qui va appeler cette route ici. Donc c'est un webhook et CinetPay va l'appeler tout le temps. Il va l'appeler en get pour vérifier que ça marche. Donc ce validate là, normalement, il va pas passer. Donc à la limite, vous auriez même pas dû faire ce validate là. Vous auriez juste laissé comme ça. On peut optimiser ça un max, mais en tout cas, on répond toujours avec un 200, d'où les réponses que je retourne toujours qui auront toujours un 200. Maintenant, on a résolu le problème de cette route-ci. Donc, la route de notification. On doit aussi résoudre le problème de la route de vérification, donc la route de retour. On a dit qu'on allait appeler une méthode qui allait s'appeler... ici, on a appelé verification. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans notre contrôleur ici, juste à côté, en dessous de la méthode qui faisait la notification, on va faire la méthode qui fait la vérification. Donc, moi, j'ai tendance à copier comme ça pour m'accélérer. Et là, je vais fermer. Donc, ce qui se passe ici, c'est que ça sera la route de verification, comme ça. Elle a la même structure, on reçoit la requête et on reçoit la transaction. Normalement, à ces niveaux, l'utilisateur est retourné, vient de CinetPay et il est renvoyé sur notre site. Mais on ne sait pas si la transaction s'est bien passée ou pas. La première des choses qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller chercher notre achat. Donc, je mets mon achat ici. Je vérifie que j'ai vraiment reçu un achat. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça ici aussi. Donc, je vérifie ici que j'ai reçu un achat. L'avantage ici, c'est que de toute façon, jamais je réponds avec un 404. Je réponds toujours avec une réponse positive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi récupérer ça ici. Donc, vraiment, on s'assure qu'on ne va pas travailler sur un achat qu'on n'a pas. Et ici, dès qu'on a l'achat, si jamais on n'a pas trouvé cet achat, on va dire qu'on ne l'a pas trouvé. Donc, on arrête la transaction à partir de là. Sinon, on va vérifier si cette transaction a déjà été payée. Pourquoi on vérifie si la transaction a déjà été payée? Parce qu'en attendant, quand CinetPay nous redirige, il redirige notre utilisateur, il fait aussi une requête sur ces webhooks-là, donc sur cette fonction-là, qui va mettre notre achat à completed selon le cas. Donc, ce que je vais faire ici, c'est vraiment, on va faire if, on regarde déjà si notre transaction dans la base de données a été modifiée. Hein. Donc, on regarde si les statuts de notre, on regarde si les statuts de notre achat est passé à completed. Si c'est passé à completed, ça veut dire que bah, normalement, la transaction s'est bien passée. Donc, on va rediriger notre utilisateur. Je crois que j'ai un truc en plus ici. Voilà, on va rediriger notre utilisateur sur la page d'accueil en sachant que sa transaction s'est déjà passée. Et on va lui dire merci. Normalement, ici, on ne devrait pas le renvoyer sur la page d'accueil, mais pour l'instant, on va le mettre sur la page d'accueil.
Mais normalement, vous faites une page, par exemple, je ne sais pas, hein, là où vous mettez tous les achats des utilisateurs. Donc, moi, je pourrais mettre, par exemple, comme ça, je mets pourchage success pour dire que l'utilisateur a payé et on va lui donner ce qu'il a payé. Dans le cas contraire, on ne va pas dire que ça ne s'est pas passé. On va faire une vérification de la transaction. Peut-être que la transaction est déjà passée, mais que notre route n'avait pas été appelée à temps. Donc, on va faire exactement cette partie ici. Normalement, à ce niveau, si vous faites les bonnes pratiques, vous comprenez que dans notre repeat yourself, donc il ne faut pas répliquer ce code, il faut créer une deuxième fonction dans laquelle on va mettre ces codes. Mais moi, pour l'instant, je vais juste le copier et je vais venir le coller ici. Donc, je vais coller ça ici et je vais dire simplement, j'ai déjà ma transaction, j'ai vérifié, elle n'est pas complétée, donc je vais aller demander encore une fois à l'API des SynetPay, donc la route check, je vais lui demander si la transaction ici, c'est quoi son statut. Donc, on regarde, request successful, on check. Si jamais notre requête est completed, donc on met à jour notre statut à completed et là, on va faire une redirect. Donc, on va enregistrer comme ça. Et si c'est le cas, on va faire une redirection pour dire à notre utilisateur que la transaction s'est bien passée. Alors, on va faire la partie bonne pratique, c'est que juste ici, on va faire une petite fonction en bas. Le boulot de la fonction, ça sera de checker les statuts. Hein. Comme ça, on ne va pas répéter le même code deux fois. Check statut. Donc, le boulot de notre fonction ici, ça sera d'aller checker la statut du côté des SynetPay. Ici, on va lui envoyer directement la transaction. Au lieu de lui envoyer la transaction ID, on va lui envoyer directement la transaction. On ne va pas lui envoyer la request parce que ça viendra de nous. Donc ici, on a la transaction. Pas la transaction, on va lui envoyer directement notre achat, comme ça directement. Et ce qu'on va faire, ce qu'on va récupérer, vous voyez cette partie-là qui fait les checks. C'est cette partie-là qui fait les checks. On les récupère, on les met dans cette fonction-là. On dit, OK. Maintenant, ce qui va se passer, ce que tu as les pourchasses, ce que tu vas faire, c'est de venir ici. Voilà, j'essaie de regarder. Normalement, celui-là, on va le garder en protected. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, on a déjà notre achat. Tu vas aller checker l'achat. Et sur achat, tu vas trouver la transaction ID. Donc, c'est cet achat-là qu'on veut vérifier. Hein. On va s'assurer que les champs dans notre table s'appellent transaction ID. C'est le cas. Donc, on le récupère ici. Le boulot de cette fonction ici, c'est vraiment d'aller checker la transaction. Dès qu'il check la transaction, il va venir nous dire, OK, la transaction a été complétée. Cool. Il met à jour notre transaction. Il met à jour la date et il nous redirige, il nous renvoie un message ici. Ça sera, il va retourner true par exemple. Et ici, quand c'est faux, ou simplement on va garder ça. Voilà. Donc, il fait la vérification et après, il nous dit, cool, tout s'est bien passé. Donc, tu renvoies. Donc, j'ai vérifié. Si la transaction est successful, je la change. Si la transaction, il y a une erreur, je saute et je continue. Maintenant, vous voyez cette fonction check status. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, par exemple, à ce niveau ici, au lieu de faire cette requête-là, celle-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler this. Donc, on va juste appeler this check status en lui donnant la pourchasse. Et dès que c'est fini, on va faire un return comme on a fait ici. Donc, notre return va check. Et ça, on va faire ça exactement aussi dans la vérification. Ça nous évite de nous répéter nous-mêmes. Donc, ici, dans la vérification, on enlève toute cette partie. Et si jamais la transaction s'est mal passée, ne s'est pas passée, on check la transaction et ensuite, on récupère encore notre pourchasse. Donc, il faudra venir refresh cette pourchasse et de venir maintenant checker si elle a encore été completed. Si c'est oui, elle a été completed, on va retourner l'utilisateur sur la page success. Si c'est non, on va retourner l'utilisateur sur les messages d'erreur. On ne va pas appeler ça encore une fois. Hein. Donc, regardez. Dès que l'utilisateur est redirigé, on va checker. OK. Donc là, on a reçu, à la limite,
Là, on a reçu notre pourchasse. On vérifie qu'on a vraiment l'achat. Sinon, on dit à l'utilisateur qu'on n'a pas trouvé cette transaction. Ou on vérifie si notre transaction a déjà été complétée. Si oui, on redirige l'utilisateur. Ici, on vient vérifier que on vient checker les statuts de notre transaction auprès des SynetPay en utilisant cette fonction. Si tout se passe bien, donc on vient ici, on va refresh notre modèle parce que là, il a été modifié. On va encore checker s'il a été complété. On va rediriger, sinon on ne redirige pas. Donc l'idée ici, elle est comme ça. Là, normalement, on est clean, mais il va nous manquer cette route-là, payment.success. Donc il va nous manquer exactement cette route-là. Moi, à la limite, j'aurais, même pas à la limite, je reviens là et j'écris cette route. Donc c'est celle-là. Ici, on va dire purchase verify. Donc là, on a la transaction. Et puis ici, on va dire response comme ça. Comme ça, on sait que à ces niveaux-là, c'est la réponse. Et ici, nous, on l'a appelé response. Voilà. Donc ça permet de revenir ici et de dire là, c'est pas success, mais c'est response. Donc response, quand on a fini. Maintenant, ici, au lieu de rediriger sur la page d'accueil, on redirige ici sur la page d'accueil, mais là, au lieu de dire à l'utilisateur que la transaction a failed et on les redirige sur la page d'accueil, on va exactement les rediriger sur la page response, comme ça. Voilà. Donc, on sait que on peut avoir success ou error. Voilà, dans ces sens-là. Voilà. Maintenant, on doit designer la méthode qui répond à cette route ici. Donc, on a la route qui est là et la méthode, on va l'appeler, par exemple, show. Donc, ce sera juste les détails de notre pourchasse. Je vais venir la mettre plus haut ici. Donc, ça, ce sera une méthode qui est publique et ça sera show. Voilà, aussi simple que ça. L'idée ici, c'est que on a récupéré notre transaction. Non, on n'a pas à prendre la requête ici. Ici, on a besoin de l'ID. Donc, on a l'ID de notre achat. Et là, on va aller chercher notre achat. Et si jamais on ne les trouve pas, on redirige sur la page d'accueil. Si jamais on les trouve, on va rediriger sur la page pourchasse.response. Donc, je m'assure juste que tout est bon en termes de tout ce qu'on a construit. Là, par exemple, je sais que je vais avoir un problème ici parce que je n'ai pas mis l'ID de notre achat. Donc, il faut mettre l'ID comme ça. Comme ça, on a l'ID de notre achat. Et partout, ce sera la même chose. On va mettre l'ID de notre achat, l'ID de notre achat. Voilà, je pense que là, on est un peu clean. Et il nous faudra designer cette page-là pour chasse.responses. On vient dans les vues. Donc là, on est dans les views ici. Et on va ajouter un nouveau fichier ici. Pour chasse. Moi, je vais l'appeler show.blades.php. Voilà. Donc, ici, dans le contrôleur, la méthode s'appelle show et les fichiers s'appellent show. Et ici, encore une fois, moi, je ne vais pas m'embêter à faire les interfaces. Donc, je vais encore une fois demander à Copilote en lui donnant toutes les vues qu'on a des disponibles pour qu'il puisse designer la page et on se retrouve juste après. A few moments later. Donc là, notre interface a été créée par Copilote et normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour aller tester. Donc, on y va. Ouais, donc on actualise la page. Là, on essaye d'acheter, disons, C Web Masterclass Development. On clique sur achat. Non, on a été déconnecté, donc on va se reconnecter. Maintenant, on va regarder. Ah là. Dès qu'on s'est connecté, il nous redirige sur notre page de paiement. Je vais payer. Donc là, pour l'instant, je vais faire un achat qui va échouer. Comme ça, on va tous pouvoir voir la page si elle fonctionne avant de dépenser notre argent. Et ici, je mets mon numéro de téléphone et j'essaye de payer.
Voilà, je vous mettrai une capture d'écran juste à côté ici pour que vous puissiez voir ce qui va se passer au niveau de mon téléphone. Là, il me donne 6 minutes pour payer. Moi, de mon côté, je reçois la transaction sur mon téléphone qui me demande de payer 1500 francs à Cinet Pay. Je vais bien sûr valider la transaction et je vais envoyer. Voilà. Donc, chez moi, j'ai payé. Et de ce côté ici, j'ai deux choix. Soit j'appuie sur vérifier les paiements, soit Cinet Pay va détecter lui-même par rapport à l'API que, donc l'API Airtel Money que voilà, j'ai rien appuyé et vous allez voir que les trucs s'est pas passé et moi on m'a dit que j'ai un solde insuffisant. Donc j'ai volontairement utilisé ce numéro-là en sachant que la transaction n'allait pas passer. Donc l'utilisateur va avoir l'ID de la transaction. Ça va lui permettre, en cas d'erreur, de pouvoir vous dire, revenir vers toi pour te dire non, j'ai payé, voici ma transaction, voici ce que Cinet Pay m'a dit. Alors, la route de retour que je vous disais, c'est celle-là, hein. Je dois appuyer là. Dès que je vais appuyer là, normalement, il me redirige vers euh, ici sur ma page. Et vous avez remarqué qu'il m'a redirigé en post. Donc, vous allez voir des posts, méthodes, is not supported by for route, là, vous avez remarqué qu'il m'a envoyé à une réponse en post. Là où moi, j'avais mis que cette route-là devait répondre en get. Donc, on est bien sur la route verify qui est cette route-là. Donc, à la limite, je mets any ici parce que il va faire un get et un post. Donc, de la même façon qu'on avait mis un any ici. Donc, ici, on se rend compte de ça. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais faire un premier paiement qui réussit parce que vous allez payer l'argent, votre argent, mais en entendant, bon, l'argent va arriver sur votre dashboard, ce n'est là n'est pas le problème. Mais en entendant de votre côté ici, ça ne va pas beaucoup vous aider. Donc, vous devez faire des paiements qui échouent jusqu'à être sûr que votre interface marche. Et ensuite, vous pouvez essayer un paiement qui marche. Donc, ici, normalement, je peux actualiser et tenter le coup, mais le problème, c'est que je vais avoir un problème de token CSRF 419. Voilà. Et ça, c'est un autre problème que vous devez adresser. Sur Laravel, il y a un problème entre ce qu'on appelle le cross-site et tout. Donc, dans Laravel 12, on va dans les configs, on va dans la session. La session, elle est gardée ici. Session SEMSite. Voilà, c'est ça. Quand on est en local, on va plutôt mettre un nul normalement. Ça nous permet. Mais ça, normalement, ça va faire sauter. Je sais pas, on va tester. On va se connecter. Il va être redirigé ici. Donc là, on va tenter un autre achat. On va être redirigé vers CinetPay. Euh, la plupart du temps, quand vous êtes en local, la notification n'arrivera pas parce que CinetPay ne peut pas faire un appel webhook directement vers votre euh, localhost. Donc l'idée, ce serait de passer en ligne. Mais là, on s'assure de que quelques tests marchent avant de passer en ligne. Donc là, on fait le paiement encore une fois. On va essayer de voir si euh, les, les erreurs qu'on avait d'abord sur la page vont être réglées parce que là, c'est l'objectif, c'est de pouvoir régler les erreurs d'abord avant de faire un paiement qui marche. Donc là, de mon côté, j'ai payé. Et là, vous allez voir que le paiement a échoué. Je vais essayer de rentrer sur les sites. Je pense que je vais avoir un petit problème. Voilà, je vais avoir un problème de page expired parce que il y a un problème des CSRF token sur la route Verify. Il va essayer de checker si j'ai un CSRF token. Donc, normalement, ici, il faut désactiver les CSRF ou il faut avoir une méthode où vous envoyez un token dans votre requête, dans vos headers. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer ça ici. Donc, nous, on va essayer de simplement utiliser la middleware. On va donc éviter qu'il y ait les CSRF tokens ici pour voir en fait ce qui va se passer. Donc, voilà. Donc, on va voir notre page ici euh, qui nous donne les détails, hein, qui nous dit non, votre paiement a échoué. Comme le paiement a échoué, on doit réessayer d'acheter. Donc, on fait une nouvelle transaction. Et là, je peux faire une nouvelle transaction et regarder ce qui va se passer, hein. Moi, je m'assure vraiment que j'ai réglé tous mes problèmes. Voilà. Là, on me dit que la transaction a échoué. Je rentre. Je suis redirigé. Et ça marche. Donc, j'ai transaction failed pending, plus try again later.
Ça, c'est la réponse que nous, on a mis ici, hein. Vous mettez ça en français ou en anglais ou en translate, comme vous voulez, hein. Ça, nous, c'est la réponse qu'on avait mis au niveau là, je pense. Voilà, transaction failed or pending. Donc là, on sait que ça marche quand les transactions n'y passent pas. Je vais donc réessayer de faire un paiement, cette fois-ci qui va marcher. Mais comme je n'ai pas envie, je vais juste revenir sur ma base de données. Je vais réduire le montant que je vais payer à, à 500 francs parce que de toute façon, c'est du texte. Donc je vais être capable de faire plusieurs tests comme ça. Voilà, on actualise et là, je dois être à 500 francs. Et je pense que à ces niveaux-là, je pourrais faire une transaction avec un autre numéro et ça pourra passer. Donc, j'amorce le paiement et j'attends. Je mets, mon numéro. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre ce numéro-là parce que je suis sûr que celui-là, il ne passera pas sur les francs. Il n'y a pas des francs. Donc, je vais envoyer cette requête à mon autre numéro qui cette fois-ci est M-Pesa. Voilà, on va attendre que la requête puisse arriver directement sur mon téléphone. Voilà, la requête arrive sur mon téléphone sur Vodacom. Donc, je vais vous faire aussi une capture d'écran pour que vous puissiez voir. Moi, je vais confirmer que je veux faire ces paiements-là. Et puis, je vais mettre mon code. Je vais confirmer. Je vais regarder pour voir si j'ai des francs dans ce numéro-là qui sont capables de montrer. Voilà, les paiements ont marché. Donc, je coupe l'enregistrement sur mon téléphone. Voilà, là, les paiements ont marché. Vous allez voir que votre paiement a été approuvé. J'ai ça. Alors, l'utilisateur peut télécharger les reçus ou retourner sur les sites. Dès qu'il rentre sur les sites, je vais être redirigé et vous allez voir que mon paiement a marché. Transaction successfully, thank you for push-us. Je peux télécharger la chose que j'ai achetée. Donc, à ce niveau ici, normalement, comme c'est un cours, si c'était un PDF, on aurait cliqué ici et on aurait téléchargé le PDF. Si c'était un service, on aurait commencé à rendre les services. Si c'était un abonnement, j'aurais activé l'abonnement de l'utilisateur pour un mois ou je ne sais pas. Si on regarde dans notre base de données au niveau, ça ce sont les produits, on regarde au niveau des achats, vous avez remarqué qu'on a beaucoup de pending. Ça, ce sont toutes les transactions quand on avait des erreurs. On a des transactions failed, les deux dernières, et on a celle-là qui est completed et qui a été completed à quelle heure? À 14h13 en temps universel, donc à 16h. Donc, vous avez vu, là, on a fait le paiement. Et normalement, là, on a le track dans notre base de données. On peut faire ce qu'on veut. On peut activer un abonnement. On peut rendre un service. L'utilisateur sera capable de télécharger. Et à chaque fois, cet utilisateur-là rentrera sur ces sites. Ce paiement-là sera déjà associé à lui. Il pourra donc continuer à suivre son cours. Si par exemple, c'était un cours en ligne. Prenez en compte que là, je viens d'encaisser 500 francs, mais je ne vais pas être capable de retirer les 500 francs. Mon montant encaissé s'est augmenté. Je suis maintenant à 990. Et ça, c'est le solde disponible que je peux télécharger et que je peux retirer. Dès que vous venez de faire votre transaction qui a été faite avec un PESA, qui est 500 francs, vous n'allez pas être capable de retirer cet argent directement. Il faudra attendre, je pense, 48 heures. Cet argent va être disponible. Donc, ça va s'ajouter ici. Et maintenant, vous pouvez les retirer. Vous avez deux façons de retirer, hein. Moi, je ne suis pas destiné de paye, mais de ce que je sais, vous avez un solde de transfert. Ce solde de transfert, vous pouvez retirer votre argent sur Mobile Money. Donc, vous prenez votre argent disponible, vous envoyez ça dans les soldes de transfert et vous pouvez retirer ça sur Mobile Money. Ou sinon, vous pouvez retirer ça par banque. Mais il n'y a que le dollar qu'on peut retirer par banque. Les francs, on ne peut retirer que par Mobile Money. Donc, vous allez là dans reversement, ici, et là, c'est pour les banques, hein. Donc là, je prends ça et je prends ces numéros. Là, il va me montrer les soldes qui est disponible. Vous allez voir que mon montant n'est pas toujours disponible. Je peux récupérer 500, mais ça ne marchera pas, hein. Je dois mettre mon RIB. Ça, c'est mon RIB. Là, je mets le mot de passe du compte. Et ensuite, je peux initier la demande. Ils vont regarder eux-mêmes et ensuite, ils vont nous envoyer l'argent.
Sinon, je peux cliquer là. Non, oui, ça c'est quoi? Non, on va rentrer, c'est pas ça. Ici, on va cliquer là, cliquer ici. Veuillez utiliser notre service d'envoi d'argent. Si vous voulez retirer votre argent par mobile money, vous allez cliquer ici. Ça va vous envoyer sur une page comme ça. Et ici, en fait, vous allez regarder ce que vous avez de disponible dans votre solde des transferts. Donc ici, c'est ici que le solde des transferts il est disponible. Si vous voulez vérifier et recharger votre compte, vous allez ici, vous choisissez votre pays. Là, moi, j'ai pris CDF. Vous choisissez service marchand si vous voulez récupérer votre argent. Ici, vous choisissez par exemple votre service et vous allez voir votre solde va s'afficher ici. Vous allez sélectionner quel montant vous voulez récupérer, par exemple 500 francs. Voilà. Et ils vont vous dire, OK, vous devez payer 10 francs pour les frais et vous allez recevoir 500 francs. Vous voyez déjà que ça ne passera pas parce que c'est compliqué. Et vous avez les frais de retrait qui sont de 2% dans tous les pays. Donc ça ne passera pas, hein. À la limite, j'aurais pu vous retirer 400. Oui, avec les frais, ça aurait fait 408 et j'aurais été capable de reverser. J'aurais mis un motif ici, j'aurais initié la demande et j'aurais attendu que SynetPay puisse valider. Comme vous pouvez remarquer, j'ai plusieurs transactions ici qui ont été validées. Donc, vous pouvez récupérer votre argent directement comme ça. Il faut juste avoir de la patience. Je pense qu'entre le moment où vous allez initier votre transfert et le moment où vous allez être répondu, il va y avoir de la latence. Ligos, vous obtenez votre argent immédiatement, mais le pourcentage est très grand, c'est 11 à 13%. Ici, SynetPay, vous perdez 5,5%. Quand l'utilisateur paye, il y a 3,5% de frais. Quand vous retirez, il y a 2% de frais. Ça fait 5,5% de frais. Mais vous devez patienter. Vous attendez 48 heures, votre argent sera disponible. Et ensuite, vous allez initier un retrait. Et là, vous allez encore attendre quelques heures ou un jour pour que les services puissent valider. Une fois que c'est validé, vous allez pouvoir sortir votre argent. Donc, je crois qu'on finit là notre vidéo. Si je dois faire un récapitulatif de ce qu'on a vu, des étapes à suivre, vous créez votre compte sur SynetPay, vous vous assurez d'avoir accès à votre dashboard, vous vous assurez de faire l'enregistrement de votre compte. Donc ici, dans l'identification, vous vous assurez de faire l'identification. Vous revenez ici dans le code, dans votre environnement, vous gardez votre API Key et votre site ID. Vous modélisez votre projet comme vous voulez. Ensuite, vous venez ici. Pour initialiser un paiement, ce qu'on a fait, c'est que on a envoyé les requêtes et on a envoyé une requête à SynetPay avec les données, c'est-à-dire notre clé API, notre site, donc notre business, un numéro de transaction qui doit être unique, un montant qui doit toujours être en entier, euh, la devise, une description, on met les deux URL, un qui est un webhook, un autre qui est un URL de retour, on choisit par quel canal de paiement on veut payer, on veut que l'utilisateur soit capable de payer. Et si tout se passe bien, on va récupérer un URL de paiement. Cet URL de paiement, on va rediriger l'utilisateur là-dessus. Il va faire les paiements. Dès qu'il a fait les paiements, SynetPay va nous faire une notification. Cette notification va nous permettre de vérifier à ce niveau si la transaction a été faite en utilisant l'URL check. Si la transaction a réussi, on va offrir les services qu'on a demandé à l'utilisateur. Donc, on va passer la commande à payer. Si ce n'est pas le cas, on va passer la commande à échec. Après, SynetPay va rediriger notre utilisateur sur une page et sur cette page-là, on va vérifier encore une fois que la transaction s'est bien passée et on va pouvoir offrir les services à notre utilisateur. J'espère que cette vidéo va vous aider dans vos projets. Si vous rencontrez des problèmes à intégrer les moyens de paiement, j'offre un service d'accompagnement dans ce domaine, mais je tiens à le préciser ici, ce service-là n'est pas gratuit. Je suis un développeur, je vis du développement. Les contenus que je donne gratuitement, ce sont les vidéos que je poste comme ça sur YouTube. Donc, si vous voulez me contacter en privé, je vais vous facturer soit une consultation par heure, soit je vais vous accompagner pendant toute l'intégration sur votre plateforme, pendant par exemple la vérification de votre compte auprès de SynetPay. Et dès que tout ça c'est fait, j'ai un pricing comme ça que je vais vous donner pour
ces services-là. Donc, si vous rencontrez des problèmes et que vous voulez gagner du temps en travaillant avec moi, vous pouvez me contacter avec les infos dans la description, on pourra en discuter. Sinon, là, j'ai normalement mis toutes les clés de ce qu'il faut pour faire ces travaux-là. Vous avez remarqué que moi-même, j'ai réussi à faire un paiement. Donc, moi-même, je vous ai aussi montré que le retrait passe. Juste que vous devez être un business enregistré, hein, et puis, ce sont des business. Parfois, il y a des problèmes. Je ne suis pas ambassadeur Sinetpay, mais je suis quelqu'un qui est en train de défendre ce côté où de plus en plus les moyens de paiement doivent se démocratiser en Afrique parce que ça va tous nous aider à mettre en place des plateformes où les utilisateurs pourront être capables de nous payer des abonnements et tout ce qui va avec. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires et mettez un max de likes. Ça me permet de savoir que vous aimez ce genre de sujets et ça me permet de vous proposer encore plus de vidéos pour plus de méthodes de paiement. Et on se capte à la prochaine. Ciao.